Il est possible de changer à tous les âges de sa vie. Et si notre attention est attachée à l'injonction « on ne change plus de toute façon », à quoi ça servirait? Parce que ça, j'ai entendu ça tellement souvent. À quoi ça sert? On ne change plus à partir d'un certain âge. C'est complètement faux. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour à tous. Don't miss this show. Eh oui, c'est le dernier de la saison avec Serge Marquis de cette saison 2022. Il vient du Québec, il est là une fois par an en France. Vous êtes le spécialiste mondial de l'ego et vous êtes, il en faut un, de toute façon. Vous êtes médecin spécialiste en santé communautaire. Alors ça, on n'est pas très habitué en France de ce que c'est que la santé communautaire. Mais en tout cas, vous, votre spécialité de départ, c'est la médecine du travail. Oui, tout à fait. Et après, vous êtes spécialisé dans le stress. Oui. Santé communautaire, tout de suite dire que c'est des personnes qui travaillent en amont des problèmes, qui travaillent dans le domaine de la prévention. Alors, je me suis intéressé au stress, justement, pour trouver des moyens d'éviter les dommages que cause le stress, essayer de comprendre ce que c'était, parce que c'est une réaction tellement saine, c'est une réaction qui a assuré la survie, c'est génial, mais aujourd'hui, elle est déclenchée d'innombrables fois au cours d'une journée inutilement. Donc, j'ai travaillé toute ma vie à essayer de permettre à des gens de comprendre ou de découvrir quand est-ce qu'elle était déclenchée inutilement, afin d'éviter les dommages que cette réaction peut causer si elle ne sert pas ce qu'elle devrait servir. Bon, vous avez vendu des centaines de milliers de livres dans le monde entier et votre best-seller, On est foutu, on pense toujours trop, aux éditions Flammarion, vient de ressortir. À noter que Québec, qu'il avait un autre nom, ce livre. Oui, il s'appelait Pensouillard le hamster, petit traité de décroissance personnelle. Je vous fais répéter le titre parce que nous parlerons dans un instant de la décroissance personnelle. Et vous avez parlé de décroissance personnelle il y a plus de 10 ans, avant que ce soit un sujet qui intéresse les uns et les autres pour d'autres raisons aujourd'hui. L'émission s'appelle aujourd'hui « Le changement, c'est maintenant » et il y a une idée reçue qu'à partir d'un certain âge, on ne changeait plus. Est-ce que finalement, on change à tous les âges de sa vie, Serge Marquis? Absolument. Enfin, il est possible de changer à tous les âges de sa vie. Et si notre attention est attachée à l'injonction « on ne change plus de toute façon », à quoi ça servirait? Parce que ça, j'ai entendu ça tellement souvent. À quoi ça sert? On ne change plus à partir d'un certain âge. C'est complètement faux. J'ai vu la preuve de ça chez mon père, entre autres, qui était un homme de la génération des hommes qui n'étaient pas capables d'exprimer leurs émotions. Incapables de pleurer devant quelqu'un d'autre, etc. Incapables même d'accueillir en eux les sentiments affectifs qu'ils pouvaient ressentir à l'égard de leurs enfants, de leurs conjoints, peu importe leurs conjoints. Alors, mon père était de cette génération-là. Et un jour, j'ai vu mon père se transformer, changer. Je me souviens d'un soir où je venais déjà en France. Mon père était déjà d'un certain âge, là, mettons dans la soixantaine, 70 peut-être. Je venais en France et j'avais vu des hommes se faire la bise. Et moi, j'avais appris à faire la bise. Et quand je suis revenu au Québec, j'ai commencé à faire la bise à mes frères. Mais pour mon père, quand il nous a vus, ses fils, se faire la bise, était choqué. Littéralement. C'était pas dans ses valeurs, dans ses croyances. Bon. Mais bon, il réagissait, qu'est-ce que vous faites là, etc. Mais il n'était pas capable de le faire. Et puis un jour, je suis arrivé à la maison un soir, j'ai tendu la main, et là, j'ai senti que je basculais vers l'avant, et tout à coup, il s'approche de moi et il me fait la bise. Il avait changé. Ça implique qu'il avait laissé tomber la vieille croyance. C'est ça, changer. Laisser tomber la vieille croyance qu'il avait que ça ne se faisait pas de se donner la bise entre hommes. Il avait lâché prise sur cette croyance. Ça, c'est un changement. Il avait lâché prise sur la peur générée par l'image qu'il projetterait s'il faisait la bise à un autre homme. Il avait aussi lâché prise sur cette peur-là. Elle était disparue. À 70 ans. Donc, on change toute sa vie. On peut changer toute sa vie, la personnalité peut changer aussi toute sa vie, ou c'est quelque chose qui est ancré en soi? Il y a des dimensions de la personnalité qui vont être présentes toute l'existence, mais il y a des dimensions qui peuvent se développer, apparaître. L'expression d'une certaine forme de délicatesse, d'une certaine forme de... Je vais aller dans d'autres choses là tout de suite parce que les deux sont liés. La capacité d'entrer dans le monde de l'attention, ça apparaît. Des gens qui étaient jamais attentifs aux autres au cours de leur vie
On disait d'eux, d'ailleurs, que c'était des grands égoïstes, des individualistes, etc., qui, pour toutes sortes de raisons, ont subi un choc, un traumatisme, ou tout simplement ont lu un bouquin, peu importe, ont commencé à devenir davantage attentifs et attentives, et ont commencé à découvrir ce que ça leur apportait. Et là, on commençait à éprouver des émotions nouvelles, avec lesquelles ils n'étaient pas nécessairement confortables au départ. Et ils ont commencé à pouvoir les accueillir, ces émotions, commencer à les exprimer, à les transmettre. Et ça, ce sont des changements, mais majeurs. Et on peut même dire, mais je ne le reconnais plus. Je ne sais plus qui il est. Je ne sais plus qui elle est. Elle n'était pas comme ça. Ben, c'est la preuve. Il ne peut pas y avoir une meilleure preuve d'un changement que cette phrase-là. Et d'ailleurs, une preuve du fait qu'on peut changer toute sa vie, c'est une phrase absolument extraordinaire qu'un être humain peut prononcer, qui est la phrase suivante. « Je n'avais jamais vu ça comme ça. » Ça, c'est une phrase extraordinaire. Dès qu'une personne dit « Je n'avais jamais vu ça comme ça », elle vient de changer. Moi, dans mon bureau, j'ai vu heureusement beaucoup de personnes qui arrivaient complètement démolies et qui, à partir d'un certain moment, disaient « Je n'avais jamais vu ça comme ça » et se reconstruisaient, redevenaient envahis par une certaine forme d'énergie. Voilà la preuve que toute sa vie, on peut changer. Comment est-ce que notre ego vieillit-il? Très mal. L'ego vieillit très mal. Parce que l'ego n'est jamais satisfait de ce qu'il est. Jamais. Il veut toujours plus. Il a peur de disparaître. Une manière qu'il utilise pour ne pas disparaître, c'est d'ajouter des choses. S'il est associé à ce qu'il possède, ben, il va ajouter davantage d'objets. Il va ajouter davantage de vêtements, davantage de voitures, davantage de maisons, davantage etc., pour avoir l'impression d'être encore plus que ce qu'il était associé à ce qu'il a. Mais c'est jamais fini. Parce qu'il va se comparer, puis il va finir par trouver quelqu'un qui a plus que lui. Alors, comme il a trouvé quelqu'un qui a plus que lui, ben, il n'est plus unique, il n'est plus spécial. Et à partir de ce moment-là, que fait-il? Ben, il déprime. Alors donc, et c'est comme ça toute la vie. Parce que le bonheur n'est jamais dans l'ego. Jamais. Il est dans la présence. Alors, si l'attention est dans l'ego, ben, on va toujours ressentir un jour ou l'autre de l'insatisfaction, de la déception, et associer à ça une certaine forme de jugement sur soi qui entraîne de la détresse psychologique. Alors, l'ego vieillit mal. Même que si on a, par exemple, adopté l'identité liée à l'apparence et qu'on vieillit, ben, c'est sûr que la transformation de notre corps va faire en sorte que l'ego va être, encore une fois, déçu, insatisfait de ce qu'il voit dans le miroir. Alors, heureusement qu'on a la vue qui baisse en même temps. Mais on va être déçu aussi du fait que la vue baisse. Alors, ça aussi, non, mais je pense qu'on se voit moins. Mais c'est très juste. Alors, l'ego, là, c'est en quelque part peine perdue. Il ne vieillira jamais bien. Ce qui peut permettre un vieillissement sain, un vieillissement serein, c'est la présence, point à la ligne. Je vais être aussi heureux à 90 ans, assis sur un banc de parc, à contempler les feuilles d'automne, que je l'étais quand j'avais 20 ans. Parce que je suis à la même connexion avec les couleurs de l'arbre, etc. Et je suis pas en train d'être dans l'ego et de me dire, assis sur le banc de parc, c'est épouvantable vieillir. Je ne vaux plus rien. Plus personne ne s'occupe de moi. Plus personne ne s'intéresse à moi. Je n'ai plus de valeur dans cette société. On me rejette, etc. Je suis sur le même banc de parc, devant le même arbre. C'est pas du tout le même état d'esprit et c'est pas du tout le même ressenti. Alors, l'ego vieillit mal, mais la capacité d'être présent n'a pas d'âge. Pas d'âge. Alors, comment est-ce qu'on trouve, Serge Marquis, les voies d'un changement véritable pour devenir vraiment nous-mêmes? Moi, j'aime bien réutiliser constamment la phrase de Socrate, là, qui était « Connais-toi toi-même ». Enfin, c'est pas tellement Socrate qui l'a utilisé, parce qu'il était sur un mur. Le temple, c'est ça. Alors, mais c'est lui qui l'a, je dirais, popularisé. S'il y avait eu les réseaux sociaux, Socrate aurait... À l'époque, on leur dit « La punchline, elle est pas de toi ». C'est ça. Socrate aurait eu une émission intitulée « Connais-toi toi-même ». Ça aurait probablement été ça. Mais c'est dans cet espace-là qu'arrive effectivement l'appropriation de tous les changements qu'on vit, qu'on subit au cours d'une existence, parce que dans le « Connais-toi toi-même », il y a la découverte de ce qui... on revient sur cette autre phrase de ce qui ne vieillit jamais.
Et puis, on se sent pas menacé à ce moment-là. C'est ça qui est important de comprendre, de découvrir. Quand est-ce que le cerveau ne perçoit pas une menace? Parce qu'il faut se rappeler que le cerveau est à la base un détecteur de menaces pour assurer la survie. Alors, qu'est-ce qui, à travers le changement, parce que le changement est une source de menaces pour beaucoup d'êtres humains. Catastrophe. Les gens, vous commencez à leur dire qu'ils vont changer de bureau déjà, imaginez, cata. Oui, tout à fait, parce que c'est la quête de la sécurité, très primitive, associée au connu. D'ailleurs, Krishnamurti, ce grand philosophe indien, disait si l'être humain a tant de difficultés à changer, c'est pas parce qu'il a peur de l'inconnu, c'est parce qu'il a peur de laisser aller le connu. Même, et là, pardonnez-moi, je vais utiliser une expression grossière, même si ce connu est merdique, parce qu'au moins, on le connaît. Donc, il y a une espèce de sécurité associée au connu qui fait en sorte qu'on ne veut pas le laisser aller. Alors, donc, voilà pourquoi c'est si difficile de changer. De changer. Marquis, je ne vous laisserai pas rentrer au Québec sans qu'on comprenne bien deux concepts. Celui de décroissance personnelle, et il y en a un que vous appelez l'humanitude. Hein? La décroissance personnelle, qu'est-ce que c'est? Tout le monde est en train de parler de décroissance aujourd'hui. Ben déjà, il y a 10 ans, en écrivant la première mouture de Pansouillard, il m'apparaissait nécessaire de découvrir qu'il est possible en un instant, je dis bien en un instant, c'est très important, en une seconde, je l'avais appelé la seconde révolutionnaire, de se libérer de toutes les pelures identitaires. Donc, comme si on se libérait, comme si un oignon tout à coup se libérait de toutes ces pelures aussi. J'aime bien dans Astérix, je me souviens plus quel Astérix, il y a un personnage avec une immense peau de fourrure. Puis quand il enlève sa peau de fourrure, il est gros comme un clou. C'est extraordinaire. Mais au cœur de nous-mêmes, on n'est pas gros comme un clou. On est cette espèce d'extraordinaire capacité d'être relié. Alors, la décroissance personnelle nous amène à brancher l'attention, je reviens toujours sur ça, sur cette extraordinaire capacité que nous avons de nous sentir reliés. Puis pour ça, il faut se détacher. C'est là qu'arrive la notion de changement. De tout ce à quoi on est attaché en tant qu'identité. La décroissance personnelle, c'est se libérer de tout ce à quoi l'esprit s'est attaché. On s'est attaché à un crayon, à un stylo. On le perd, on panique. La décroissance personnelle, ce n'est pas d'avoir perdu le stylo. La décroissance personnelle, c'est de découvrir qu'il y avait une identification à ce stylo et un attachement identitaire à ce stylo. Alors, décroissance personnelle, c'est se libérer de toutes ces pelures identitaires-là. Et on fait ça comment? En ramenant l'attention dans le présent. Ça m'amène à il faut absolument que je dise ça. On a tellement galvaudé le concept du moment présent dans cette société-là. On en fait du n'importe quoi. Le moment présent... Vivez le moment présent. Voilà. On s'en sert pour nous vendre des choses aujourd'hui. On voit des gens volant d'une voiture, là. On nous dit que pour être dans le moment présent, il faudrait conduire cette voiture. C'est extraordinaire, ça, là. Si vous buvez notre bière, vous allez être dans le moment présent. Si vous achetez tel vêtement, vous allez être dans le moment présent. Ça n'a rien à voir. On a associé vivre le moment présent à l'hédonisme, au plaisir. J'ai eu le privilège de m'adresser à des jeunes, 16 à 19 ans, qui allaient entrer dans le système de santé pour y travailler. Des ambulanciers, des futurs ambulanciers, ambulancières, des aides-soignants, des aides-soignantes. Et je leur disais, vous savez, être dans le moment présent, ce que ça signifie écouter le professeur en classe. C'est ça que ça signifie. Ça vient de faire basculer le concept d'être constamment dans le plaisir. Mais si je prends conscience de ce que ça signifie, il suffit d'une seconde pour que je change. Alors que j'étais attaché à des pelures identitaires, j'entre dans la décroissance personnelle à partir du moment où tout à coup je commence à écouter le professeur en classe. Parce que je ne suis plus en train de penser ou de porter des jugements sur celui que je pourrais devenir de meilleur que l'autre, etc. Alors, et c'est ça la décroissance personnelle. C'est d'entrer
pleinement dans le moment présent. Mais comment on y rentre? Parce que ça arrive, vous êtes au théâtre, et puis voilà, c'est vous qui prenez sur cet exemple, ça fait 3 mois ou 4 mois que vous attendez la pièce, et bim, au bout d'un moment, hop, eh ben vous déconnectez. Donc Oui. comment vous vous reconnectez au moment présent? C'est instantané en ce qui me concerne, là, parce que ça fait des années là, que je m'entraîne à ça. La première chose qui est extraordinaire, c'est que tout à coup, et c'est ce que j'appelle la seconde révolutionnaire, là, on se rend compte que l'attention n'est plus sur ce qui se passe sur scène. Un humoriste serait devant moi sur scène, en train de faire une blague, et là, je me rends compte que les gens rient autour de moi et que je n'ai pas entendu la blague, que je ne peux donc pas rire parce que je ne l'ai pas entendu. Et à partir du moment où je me rends compte que je n'ai pas entendu la blague, je me rends compte que mon attention n'était plus dans le moment présent, qu'elle était en train de se demander si j'avais verrouillé ma voiture, ou en train de penser ce que j'allais manger le lendemain matin, ou de ce que... Bon, peu importe. Et là, tout à coup, je peux la ramener dans le moment présent en reconnectant aux blagues que la personne est en train de faire devant moi. Et là, j'ai vécu une décroissance personnelle. Parce que mon attention n'est plus dans l'attachement à la pelure identitaire associée à la crainte de ce qu'on allait dire le lendemain matin à propos du dossier que j'allais présenter au comité dont je fais partie, etc. Décroissance personnelle au sens où mon attention a quitté l'attachement à ce dossier-là pour revenir dans la salle de spectacle et entendre la blague pleinement pour pouvoir rire à nouveau. Ça, j'ai vécu la décroissance, littéralement, en une fraction de seconde. Donc vous êtes entraîné et vous vous reconnectez immédiatement. Mais c'est ça que ceux qui nous écoutent devraient faire, hein, puisque toute la journée on déconnecte finalement. Tout le temps, parce que ce discours, cette espèce de rumination, c'est le mot que j'entends souvent ici en France, là. Cette espèce de rumination, cette course de hamster est omniprésente, mais elle n'est malheureusement pas associée à des pistes d'action pour sortir d'un problème qu'on est en train de vivre. Si l'attention était en train de chercher, à travers des mots comme inventaire des pistes d'action, des solutions à des difficultés que je traverse, ben là, la pensée serait bien utilisée. Mais ce n'est pas ça. La pensée, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot pensouillure. Elle est associée à, bon, moi, je serai jamais capable, moi, ça m'arrivera jamais, bon, lui, il est chanceux, c'est toujours à lui que ça arrive, c'est ces choses extraordinaires. Moi, je suis né pour un petit pain, ça, c'est une expression qu'on utilisait souvent au Québec. Alors, tant que ça tourne, cette espèce de rumination permanente chaque jour, en partie, qui a émergé du fait qu'au départ, si l'être humain, un jour, au cours de l'évolution, s'est mis à penser, c'était parce que la survie, encore une fois, était menacée. Pourquoi l'être humain, un jour, s'est mis à penser? Il s'est mis à associer des concepts. Il voyait un fauve dans la nature qui dévorait un du groupe. Ben, il intégrait ça dans la mémoire. Et la fois d'après, quand il voyait le fauve, il s'organisait pour pas s'en approcher. Parce que là, la pensée avait permis... Avec compris. Oui. Alors donc, la rumination est cette espèce de résultat là, d'une quête permanente de trouver des solutions aux difficultés qu'on a d'être bien dans sa peau, au jugement qu'on porte sur soi-même, sur les autres qui peuvent nous juger, bon, etc., etc. Et pendant ce temps-là, elle n'est plus dans le moment présent. Alors voilà pourquoi un entraînement est nécessaire. Puis un entraînement, c'est simple. Ça peut se faire toute la journée. J'aime bien utiliser l'image de laver la vaisselle. Parce que laver la vaisselle, c'est pas un moment où on pense qu'on est en train de s'entraîner pour faire en sorte qu'on puisse éventuellement entrer dans la décroissance personnelle. Mais j'aime bien utiliser cette image parce que un jour, ma conjointe est entrée du travail. Non. On l'a déjà raconté. On l'a déjà raconté, ça? On l'a déjà raconté. D'accord. On a déjà fait la vaisselle. Attends, je crois qu'on a fait déjà aussi l'aspirateur. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Ça fait quelques heures qu'on fait, alors je sais plus ce que j'ai raconté. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on fait la vaisselle ou qu'on passe l'aspirateur, on peut... Prenons n'importe quel exemple. On a fait les patates aussi, pioler les patates. Mais je suis en train de marcher, juste marcher. Si je marche, que je place mon attention sur les... J'aime bien, moi, marcher l'hiver au Québec. Les gens disent, il fait froid. Oui, je m'habille comme il faut. Puis là, j'entends le son de la neige qui
craque sous mes pas, là. Eh bien, alors que l'instant d'avant, mon attention était ailleurs, en train de se demander est-ce que j'ai bien performé aujourd'hui quand j'ai fait l'entrevue à la radio? J'aurais pas dû dire ça, je suis nul, bon, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, ça m'arrive. Et tout à coup, ramène ton attention sur la sensation de ton pied, sur la neige, ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être dans le sable, ça peut être sur la terre. Et tout à coup, là, les sons, même les parfums autour, en hiver, il y a des parfums incroyables. Et à ce moment-là, il y a eu ce moment de décroissance, là. Et ça, c'est un entraînement pendant que je marche. Ça peut être un entraînement à n'importe quel moment du jour, pendant que je prends ma douche, pendant que je me rase, n'importe quand. Où est mon attention? Question. Où est mon attention? C'est la clé, la base, le cœur de l'entraînement. Oui, pour ceux qui nous écoutent, souvent quand on va courir sur un tapis, qu'on fait du sport, qu'on marche, ou qu'on va courir dans la forêt, c'est là où on a le plus de pensées qui viennent et qui ruminent. C'est incroyable. Ouais, c'est parce qu'on est seul, on n'est pas avec quelqu'un d'autre. Et puis le corps cherche tout le temps son équilibre. Ça, je pense qu'on a déjà parlé de ça aussi. Quand j'ai chaud, qu'est-ce que je fais? Je baisse le thermostat. Quand j'ai froid, je le monte. Bon, quand j'ai soif, je bois. Quand j'ai faim, je mange. Mais c'est la même chose psychiquement. S'il y a un problème qui n'a pas été résolu, s'il y a une question à laquelle il n'y a pas eu de réponse, quand je suis tout seul à faire une activité solitaire, le cerveau va chercher la réponse à la question, va essayer de trouver une solution au problème. Donc la rumination peut commencer versus la créativité. Toujours. Où est l'attention? Est-elle dans la rumination ou si elle est dans la créativité? Et ça, je peux, en une fraction de seconde, me poser cette question-là et ramener l'attention sur la créativité ou sur l'activité que je suis en train de faire. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que finalement, il faut ramener son attention sur ce qu'on est en train de faire. Si on marche, on est en train de... Si je marche, si je m'entraîne, si je pédale sur un vélo, peu importe. Toute la journée, c'est possible. À chaque instant, c'est possible. Je suis assis dans un taxi, je peux amorcer une conversation avec la personne qui conduit le taxi, et ça peut un instant faire « Ah non, il me pose des questions, je voulais pas entendre parler, Et tout à coup, je peux faire « Ah, mais la question est intéressante. » Et là, je peux amorcer un dialogue qui, tout à coup, peut m'enrichir. Ça m'est arrivé souvent, ça. Je peux apprendre des choses. Ici, à Paris, j'ai appris des choses extraordinaires avec des personnes qui conduisent des taxis. Mais vraiment, absolument fascinantes. À propos de la culture, à propos de l'histoire. Il y a des personnes qui conduisent des taxis qui ont une culture absolument extraordinaire sur l'histoire de la France, etc. Et ça peut, à ce moment-là, devenir passionnant d'avoir ramené mon attention sur ce que j'étais en train de faire. Ou, si la personne ne parle pas, d'observer si je suis en train de ruminer assis dans le taxi ou si je peux contempler plutôt ce que je vois de chaque côté. Ici, à Paris, je peux voir des choses absolument magnifiques qui peuvent m'émerveiller, alors que je peux ne pas être à Paris très longtemps et passer à côté de ce spectacle si mon attention est absorbée uniquement par la rumination. Je pense que Serge Marquis, vous avez réussi à placer votre attention au bon endroit. J'ai vu comment vous aviez réussi à vous faire inviter dans un endroit majeur qui va se passer à Montréal. Non, mais je suis enchanté d'apprendre que Tariq va venir à Montréal donner un spectacle. Ah ouais? Au centre... Avec sa petite fourrure. Non, mais c'est pas rien. Il vient donner un spectacle au Centre Bell à Montréal, qui est un amphithéâtre énorme. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Wow, c'est sûr que je souhaiterais être là. » Et puis, je lui ai simplement dit « Oui, je vais y aller. » Mais là, il m'a dit « Ah, je vais vous inviter. » Vous êtes mon invité. Avec madame. Avec madame. Et les enfants. Et les voisins. Les enfants, ils sont en France, alors. Ah oui, c'est vrai, en plus. Ouais. Les enfants, là, notre fille est en France et les petits-enfants, bien sûr, aussi. Bien. En tout cas, vous serez cet événement. Tariq, c'est quand? C'est le 30 octobre. Ah, 30 octobre, c'est bientôt en plus. Au Centre Bell. C'est parfait, dans quelques jours, vous serez à Montréal en train de regarder Tariq. C'est quoi la différence entre lâcher prise et abandonner? Est-ce que finalement ce lâcher prise dont on nous bassine toute la journée, c'est pas un peu renoncer? Non, ça c'est aussi on a galvaudé ce concept-là parce que lâche prise. Alors non, c'est à notre époque on a confondu abandonner et lâcher prise. Abandonner, c'est avant d'avoir essayé. C'est avant d'avoir fait l'inventaire des pistes d'action. C'est avant d'être passé à l'action. Lâcher prise, c'est après être passé à l'action. Lâcher prise, ça déroule d'un constat. Je constate que j'ai fait ceci
ceci. Je suis même allé chercher de l'aide. Je suis entré en contact avec la personne avec laquelle j'ai un conflit. Je lui ai parlé. J'ai ouvert une porte pour qu'on puisse résoudre notre différend, pour qu'on puisse déposer nos opinions entre nous, observer les différences, observer les ressemblances, qu'on puisse utiliser nos créativités pour cheminer. J'ai tout fait ça. Mais l'autre personne ne veut rien savoir, ne veut pas changer. L'autre personne résiste. Alors, à partir du moment où j'ai fait ceci, et que je me rends compte, j'aime bien prononcer cette phrase lentement aussi, que pour le moment, j'ai dit bien pour le moment, je suis devant une situation que je ne peux pas changer. Et à partir de ce moment-là, je peux lâcher prise. Et c'est très important parce qu'abandonner, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai fait ça sert à rien de toute façon. Je n'ai même pas essayé. Alors, lâcher prise fait énormément de bien parce que lâcher prise permet d'entrer dans une forme de contentement. Alors que l'abandon ne permet pas d'éprouver le contentement parce qu'il y a toujours un doute. Ah oui, mais peut-être que... Et la situation, utilisons un mot encore là, très dur, là, la situation pourrie, on n'a pas cherché à en sortir. Alors donc, on demeure avec un doute, un inconfort, un malaise. Tandis que lâcher prise, puisqu'on a tout essayé, on peut entrer dans une forme de contentement, d'apaisement réel. On peut aussi se rendre compte qu'il y a des situations, et là encore, on était dans la rumination, à essayer de trouver des solutions à des choses qui n'en ont pas, qui n'en ont aucune. Et à partir du moment où... Moi, ça m'arrive souvent de me répéter ça, parfois même le soir avant de dormir, parce que j'ai souvent dit ici même que le hamster était un animal nocturne. Alors donc, je me rends compte tout à coup, là, avant de dormir, qu'il tourne, et tout à coup, ça fait... Mais c'est impossible de changer cette situation-là. De tout essayer. Et là, ça fait... Lâche prise, Serge. Lâche prise. Et à partir de ce moment-là, curieusement, il se passe quelque chose au niveau de ma biologie. Je vous assure, il y a une espèce de sensation de relâchement réel qui s'opère dans mon corps, carrément. Et curieusement, je peux m'endormir, apaisé. Parce que ça a été le constat que cette situation-là, ça ne servait à rien de continuer à la mouliner dans la roue. Ça ne conduisait nulle part. Et l'humanitude, alors? Qu'est-ce que vous appelez l'humanitude? C'est ce que nous sommes profondément. C'est ce qui fait qu'on est interreliés. C'est ce qu'on a tous et toutes en commun, les êtres humains. Parce que l'ego, c'est des fabrications d'images. Ce sont des concepts. Ce sont des choses qu'on essaie de faire miroiter à propos de nous-mêmes. Ou ce sont des jugements qu'on porte. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons en commun, ce qui nous rassemble. Je dis souvent récemment que pendant la pandémie, ce dont on aurait eu le plus besoin, c'est de solidarité, c'est d'entraide. Enfin, ça aurait aidé beaucoup. Ouais. Mais que malheureusement, j'ai vu beaucoup d'égos réagir pendant la pandémie à travers l'appropriation de certains biens, par exemple, qui n'étaient plus disponibles pour les autres, alors qu'on avait empilé ça dans son sous-sol ou dans sa... Alors, donc, on n'est plus dans l'humanitude à ce moment-là. On est dans l'ego. On n'est plus dans ce qui nous relie. Darwin, on dit souvent au sujet de Darwin, avec la théorie de l'évolution, c'est ceux qui sont parvenus à le mieux s'adapter qui ont survécu. Mais on oublie que Darwin a dit aussi que c'est parce que nous avions été des communautés, nous avons été des communautés qui se sont entraidées qu'on a survécu. Darwin dit aussi ça, parce qu'il y a eu solidarité entre les êtres humains, parce qu'on s'est occupé de nos plus fragiles, parce qu'on s'est occupé de nos plus faibles. En s'occupant comme communauté de nos plus faibles, Darwin est allé jusqu'à dire quelque part que ça avait consolidé le sentiment d'appartenance à la communauté. Et qu'en consolidant le sentiment d'appartenance à la communauté, on était davantage capable de se défendre contre les menaces externes, peu importe quelles étaient les menaces externes, les prédateurs, les inondations, les volcans, les sécheresses, machin. Tout ce que je viens de nommer, là, inondations, sécheresses, machin, ce sont les solidarités qui vont nous permettre de faire face
Et c'est ça l'humanitude. Serge Marquis, pour terminer cette série d'émissions, comment on travaille sur nos résistances au changement? On découvre que le changement, ça je vais prononcer un cliché, on découvre que le changement, c'est une opportunité d'apprendre. Et si on répétait cette phrase, on apaiserait la résistance. Parce que la résistance est liée à la peur. Toujours la même chose. La peur qu'il va arriver quelque chose qui va nous menacer dans ce qu'on croit être, etc. Alors que si on se dit, hey, la vie m'offre une opportunité d'apprendre, peut-être même à mieux me connaître, à découvrir des ressources que je ne connais pas à l'intérieur de moi, qui pourraient me permettre, que j'aurais besoin d'utiliser à travers ce changement. Je parle souvent du deuil dans certaines rencontres. Et le deuil, c'est un changement majeur pour beaucoup de personnes. Et le deuil est à la fois fait de pertes, mais est aussi fait de gains. Il y a des personnes qui vont dire, quel gain puis-je faire quand je vis un deuil? Découvrir justement les ressources que j'ai à l'intérieur de moi pour traverser cette période difficile que j'ai à traverser. Alors donc, apaiser la résistance au changement, c'est découvrir l'opportunité que j'ai d'apprendre à mieux me connaître, encore une fois. Oui, bon. Ça se travaille, là aussi. Oui. Plus on a l'habitude de changer, plus c'est facile, en fait. Absolument. C'est comme un muscle. Oui. Arrive un moment où le changement ne nous fait plus peur. Vraiment plus. Ça arrive un moment où même on l'accueille avec plaisir, j'ai envie de dire. Parce que ça stimule aussi la curiosité. L'être humain, de toute l'histoire de l'être humain, il a eu besoin de la nouveauté. On a quitté des régions pas seulement pour trouver de quoi se nourrir. On a quitté des régions parce qu'on était curieux. On voulait explorer, découvrir des nouveaux paysages, découvrir des nouvelles aventures, etc. On était déjà comme ça à la préhistoire. Alors donc, le changement, c'est une opportunité de permettre à cette curiosité puis à ce besoin de nouveauté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir le vivre littéralement. Ouais. Changer, donc le changement, c'est maintenant à n'importe quel âge, même si vous avez l'impression que vous êtes trop vieux pour changer, mais non, changer, c'est ça que il faut retenir de cette émission, qu'on change, on peut changer. On peut changer toute sa vie. J'irais même jusqu'au dernier instant de sa vie. Parce qu'il y a des personnes au dernier instant de leur vie, qui apprennent tout à coup comment, et je ne suis pas le premier à le dire, là, il y a des gens en soins palliatifs qui le disent, qui apprennent à lâcher prise. Alors qu'il y en a d'autres qui demeurent malheureusement dans les regrets, les remords, l'amertume, et qui meurent même contractés dans la souffrance, alors qu'il y en a d'autres qui meurent dans l'apaisement. Alors je rappelle que vous venez de sortir la nouvelle édition de votre best-seller qui s'appelle « On est foutu, on pense toujours trop ». Votre éditeur, c'est Flammarion. Vous pourrez écouter cette émission en podcast et bien sûr voir la captation des vidéos des 4 émissions qu'on a fait avec vous sur YouTube. Bien sûr, vous lirez les critiques et les commentaires sur la vidéo. Serge Marquis. Je dois avouer que je lis rarement les critiques et les commentaires. Même de vos livres? Même de mes livres, parce que j'aime beaucoup plus échanger avec des personnes dans un dialogue à propos de ce qu'elles ont ressenti, appris, ou des questions qu'elles se posent. Parce qu'il y a des personnes, souvent, après avoir lu un livre, qui restent avec des questions. Et ça, j'accueille ça très volontiers. Parce que ça me fait aussi cheminer. Parce que les questions qu'on me pose, les gens n'ont pas trouvé les réponses dans le livre. Peut-être que je ne me les étais pas posées, moi non plus. Alors donc, ça me permet d'avancer. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous mettrez vos questions en commentaire et je vous les transmettrai, Serge Marquis. Avec plaisir. Mais c'est vrai que si vous avez des questions que vous vous posez suite à cette série d'émissions, mettez-les nous en commentaire. Voilà. Avec plaisir. Bien, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir de vous avoir, égoïstement pendant ces quelques semaines. Serge Marquis, j'espère que les auditeurs de Beurre FM auront pris autant de plaisir à vous écouter que nous avons pris de plaisir à faire ces émissions. Merci à vous, Philippe, de tout cœur. Merci, Tariq, aussi. Alors, merci de... Il a participé énormément à ces émissions, Tariq. Voilà, donc c'est une énergie que vous ne sentez pas, mais nous, on l'a, cette énergie. Donc, c'est vrai que c'est important. Et puis, en plus, vous avez gratté 2 places pour aller le voir. Donc... Merci infiniment, Philippe. C'était un plaisir, une joie profonde. Voilà, et puis, passez une très, très belle journée santé sur Beurre FM.